voulais d'abord vous remercier pour la pertinence et la qualité des questions que vous avez posées. Maintenant, la question fondamentale, ou bien les questions fondamentales qui pointent à l'horizon sont les suivantes. Qu'est-ce qu'on entend par connaissance? Et comment la connaissance peut-elle rendre l'homme libre? La connaissance ici peut être la connaissance des lois dans une société. Nous sommes dans une société. Pour qu'une bonne organisation de la vie sociale, il faut que les lois soient scrupuleusement respectées. Il faut que les lois soient impérativement respectées. Donc cette connaissance, ça peut être la connaissance des lois. Ça peut être aussi la connaissance psychologique. À l'instant T où je parle, je suis en train de transpirer. Or, Hegel nous a fait comprendre qu'il y a deux niveaux de conscience. La conscience immédiate et la conscience réfléchie. C'est la conscience immédiate qui me permet de sentir la chaleur. C'est la conscience immédiate qui me permet de sentir le froid. C'est la conscience immédiate qui me permet de sentir la faim. Donc la conscience immédiate, c'est un niveau de conscience que l'on partage avec les animaux, naturellement. Parce que les animaux aussi, ils sentent le froid, ils sentent aussi la faim, ils sentent aussi la chaleur. Donc la conscience immédiate, l'homme la partage avec les animaux. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle la conscience réfléchie. C'est la conscience réfléchie qui permet à l'homme de comprendre qu'il est une substance pensante. Parce qu'à la question de savoir qu'est-ce que l'homme, Descartes a donné une réponse claire. L'homme est une substance pensante. Qu'est-ce qu'on entend par l'expression substance pensante? Descartes répond systématiquement une chose dont toute l'essence ou la nature n'est que pensée. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec Descartes, comme l'a dit Moussa Ndiaye tout à l'heure, c'est que Descartes a utilisé le je. Il a dit je pense, donc je suis. Moi, à mon avis, il devrait dire nous pensons, donc nous sommes. Naturellement, il a utilisé le jeu collectif, comme l'a dit Victor Hugo. Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Donc on comprend dans ce sens que Descartes a utilisé le jeu universel, le jeu mondial, le jeu collectif. Maintenant, dans tous les cas de figure, admettons que la conscience permet à l'homme d'être libre. Mais aussi la conscience sur le plan religieux nous permet d'être libre. La connaissance des textes sacrés. Je disais tout à l'heure que la charia, c'est une loi canonique chez les musulmans. D'ailleurs, vous êtes en train de jeûner. Même moi, si je n'ai pas jeûné, je suis chrétien. Le ramadan fait partie des piliers de l'islam. Maintenant, le fait de connaître les préceptes, les commandements de la religion permet à l'homme d'être libre sur le plan religieux. Donc, je résume. Cette conscience, le terme conscience est un terme ambigu, est un terme polyvalent. C'est un terme qu'on ne peut pas définir avec exactitude. Ce n'est pas un terme univoque. Donc, cette connaissance, il faut la centrer sur la connaissance des lois, la connaissance des textes sacrés et la connaissance psychologique. Par conséquent, on peut déduire que la connaissance permet à l'homme d'être libre. Ça, c'est la thèse. Mais dans l'antithèse, il faudra montrer que la connaissance n'est pas source de liberté. Mais la connaissance est une privation, une absence, une privation ponctuelle de la liberté. Parce qu'à force de connaître, on peut perdre notre liberté. Je pense à Galilée, je pense à Giordano Bruno qui disait que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre qui se meut autour du soleil. Dans cette perspective, nous pouvons dire que la connaissance des choses, parfois, nous empêche d'être libres. Pourquoi Socrate a été condamné et accusé par la cité grecque? Parce que Socrate n'a pas voulu se conformer aux lois, aux dieux que les Grecs adoraient. Et pourtant, il est philosophe, il s'est démarqué des lois de la société. Maintenant, si Galilée et Giordano Bruno ont été accusés, c'est par l'Église de l'époque, c'est parce qu'ils ont osé affirmer une affirmation qui va à l'encontre de l'Église de l'époque. Parce que l'Église pensait que Galilée pensait que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est le contraire. Mais cette position émise par Galilée était à l'antipode, à l'encontre de la thèse de l'Église. Dans cette perspective, on peut dire que la connaissance nous empêche d'être libres. La connaissance est une privation ponctuelle de la liberté. Premier sujet. Deuxième sujet, pour montrer que vous avez des possibilités face à un sujet, tout dépend de la nature du sujet. Vous pouvez donner des exemples non philosophiques. Je prends la citation de Thomas Hobbes. Quand Hobbes dit que l'homme est un loup pour l'homme. Vous l'avez appris certainement. Supposons que ce soit un sujet. L'homme est un loup pour l'homme. Qu'en pensez-vous? Mais dans la thèse, l'élève doit s'efforcer de montrer que l'homme est un loup pour l'homme. En quoi l'homme est-il un loup pour l'homme? Maintenant, dans la perspective de montrer que l'homme est un loup pour l'homme, on va essayer de s'appesantir sur le caractère méchant, sur le caractère sadique de l'homme. Parce que l'homme est par essence un être égoïste, individualiste et égocentriste, qui a souvent tendance à faire prévaloir de ses intérêts individuels au détriment de l'intérêt social. L'homme est capable de tuer son prochain pour gagner du profit. L'homme est capable de nuire des relations qui sont, en tout cas, excusez-moi, des relations mauvaises pour tuer son prochain. Il y a de cela quelques années, on a vu des gens qui déterraient des morts dans les cimetières. Ce sont des humains qui le faisaient, ce ne sont pas des animaux. Dans ce sens, nous ne pourrons pas dire que Dieu est mort dans le cœur de certaines personnes pour parler comme Nietzsche. Je pense que Nietzsche a raison, sous un angle philosophique. Mais sous un angle religieux, ça devient une affirmation caustique, une affirmation choquante qui heurte la conscience humaine.
Maintenant, toujours dans la perspective de montrer que l'homme est un loup pour l'homme, je peux donner des exemples sur les guerres mondiales. 14, 18, 39, 45. La manière dont les hommes s'entretuent pour gagner la guerre. Pourtant, ce sont des exemples historiques. Mais ça dépend de la nature du sujet que vous avez. Maintenant, vos explications, comme l'a dit M. Diop tout à l'heure, tout dépend de la clarté, de la pertinence de vos explications que vous donnez, que vous présentez. Donc là, j'ai donné des exemples historiques pour montrer que l'homme est un loup pour l'homme en faisant recours aux guerres mondiales 14, 18, 39, 45. Autre exemple aussi, on peut donner des exemples dans la vie courante, dans la société. Mais nous vivons en société. Chaque jour, nous sommes divers. Tous, voilà, khalas. Il explique que c'est inimaginable. Et pourtant, ce sont des humains qui le font. M. Diop l'a dit tout à l'heure, il y a certaines femmes qui tuent leur mari. Pour cause, pour des raisons de jalousie. Preuve d'inconscient. Ce qu'on dit souvent. Quand on est amoureux, comme on dit souvent en Wolof, les Yugumoteurs d'eux. Mais tous ces trois critères sont réunis, on devient fou, entre guillemets, ou bien folle. C'est tout à fait normal, parce que la jalousie, c'est un gage. La jalousie est une preuve d'inconscient. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à mes élèves que j'encadre le fou qui dort, il est au même pied d'égalité que Macky Sall qui dort. Ils sont pareils, kiff, kiff, aucune différence. Deuxième explication, comment dirais-je? Deuxième question, la dernière question. Si la philosophie est considérée comme stérile, peut-elle apprendre la morale à la science? Effectivement, ça nous rappelle d'ailleurs les propos de François Rabelais, quand il disait que science sans conscience n'est qu'au début de l'art. En d'autres termes, la science a besoin d'être humanisée, d'être conscientisée par la réflexion philosophique. D'accord, nous sommes d'accord que la science a satisfait les besoins matériels de l'homme. Grâce à la science, nous sommes en train de faire notre synthèse convenablement. Parce qu'à l'instant T où je parle, je suis en train d'être filmé par mon caméraman. Donc ce sont des résultats positifs de la science, on n'en disconvient même pas. Tout à l'heure, M. Diop a répondu à des appels. Les téléphones portables, ce sont des résultats techniques de la science, comme on le dit souvent. La science, c'est la famille des entre guillemets. Ventilateur, réfrigérateur, ordinateur. Donc tous ces critères évoquent que la science a permis à l'homme de satisfaire la curiosité intellectuelle et matérielle de l'humanité. Mais la science a besoin de la philosophie, parce que la science à elle seule ne suffit pas. Si nous laissons la science à elle seule, elle va plonger l'humanité dans un destin aveugle, dans une profonde inquiétude. Maintenant, pour éviter tous ces critères, tous ces mots que la science a causés, il appartient à la philosophie, il incombe à la philosophie de méditer sur les conséquences désastreuses que la science a causées. En contrepartie, il faudra montrer que la science n'a pas besoin de la philosophie. Pourquoi? Parce que la science est là pour satisfaire les besoins matériels de l'humanité. Là où la philosophie passe tout son temps à bavarder. Merci beaucoup.